Je vais revenir un petit peu, en introduction sur la fameuse question des différents intitulés. Alors je voudrais d'abord, dire qu'autour des années 2000 en France, il y a eu un premier tournant, un tournant dans la façon de considérer le patient et c'est un tournant qui s'est imposé d'abord dans les politiques publiques et puis dans les discours et les préconisations d'acteurs institutionnels tels que la Haute Autorité de Santé. Ce nouveau, rapport aux patients est aussi promu par des professionnels et par des associations de patients. Dans le champ sanitaire, donc, on a parlé de démocratie en santé et ces pratiques peuvent prendre diverses formes, parfois de nature très différente. Au niveau des établissements et au niveau, politique, il y a la représentation des usagers. Et puis il y a un niveau beaucoup plus individuel, où là on parle d'information et de recherche de consentement et aussi d'éducation thérapeutique. Voilà, donc il y a aussi plusieurs autres types de vocables qui sont en cours. Certains parlent d'implication du patient, il y en a qui parlent d'engagement du patient, d'autres de partenariat patient. Donc vraiment, il y a tout un champ de vocabulaire et de pratiques qui est en train de s'installer. Et puis pour aller plus loin encore sur la question des intitulés, donc là vraiment vous voyez que c'est pas que tel intitulé signifie telle chose, c'est que historiquement il y a des intitulés qui ont émergé dans certains milieux sociaux et qui se sont construits autour de fonctions, etc. Mais en même temps, pour autant, il y a toujours cette question de l'expérience, il y a toujours cette question peut-être d'une forme d'expertise spécifique, et il y a toujours la question de l'autre que je reconnais comme père et qui m'apporte quelque chose parce qu'il est passé par là où je suis en train de passer. Voilà. Et ça, cette reconnaissance du père et non pas de celui qui serait simplement l'usager d'un établissement sanitaire, mais cette reconnaissance du père, grosso modo, dans les politiques publiques, elle a plutôt une dizaine d'années. Et c'est là qu'on a commencé à parler de savoir expérientiel. Alors des patients, mais aussi d'autres, hein, c'est-à-dire des savoirs issus de l'expérience. Alors, expérience, bien sûr, de la maladie, des situations de handicap, des troubles de santé mentale au quotidien. Ça, on en a beaucoup parlé. Mais c'est aussi l'expérience du fonctionnement des établissements, l'expérience des administrations. C'est l'expérience des relations avec les professionnels. Et c'est aussi, et là aussi on en a beaucoup parlé, l'expérience de soi, l'expérience de son corps en réaction à telle ou telle médication ou exercice physique. C'est l'expérience de son psychisme face à telle ou telle situation ou incertitude, etc. Voilà, de cette reconnaissance hein, de certains types d'expériences spécifiques et d'un certain type de savoir ont émergé donc et se sont institués notamment par les politiques publiques des rôles sociaux, mais aussi par des professionnels ou des leaders charismatiques. Donc des rôles sociaux, des fonctions professionnelles. Globalement, on a toute une kyrielle hein, d'intitulés. On a patient expert, on a vu ce matin, on a patient ressources, qui n'a pas été beaucoup évoqué, mais qui pourtant existe de manière importante dans le champ sanitaire. Patient partenaire, on l'a beaucoup dit. Mais vous avez aussi père aidant, médiateur santé-père, voilà. Et puis d'autres encore. Hein. On a entendu parler de travailleurs pères, de pères émulateurs depuis ce matin. Donc il y a toute une kyrielle d'intitulés qui ont beaucoup à voir avec les différents champs dans lesquels ils se développent. Et puis tout ça, bien sûr, ça n'évacue pas la part absolument essentielle et que vient de nous rappeler Dominique Gutiez, la part du soutien informel entre pairs, entre patients. Alors cette journée expert, je crois, elle a largement contribué à montrer en quoi les patients apportent. Ils apportent par leurs actions, ils apportent par leurs relations, et ils apportent notamment à l'atteinte des objectifs d'indépendance fonctionnelle et d'autonomie visés par les professionnels. Et ce matin, Sabine Léonard-Réty, ergothérapeute, nous a par exemple raconté combien la rencontre d'Agnès avec Caroline avait été indispensable pour envisager l'avenir d'Agnès à l'université. Autrement dit, l'indépendance fonctionnelle, qui pourrait sembler d'un point de vue extérieur l'objectif même de la rééducation, en fait, l'indépendance fonctionnelle ne suffit pas pour être autonome dans sa vie quotidienne et souvent une socialisation spécifique et passant par la relation de pair est également nécessaire. Jean-Luc Blaise nous a aussi montré toute la subtilité de son rôle de patient expert au sein d'un dispositif d'éducation thérapeutique. Être témoin, facilitateur et passeur implique une identité et des actions distinctes
de celle des soignants et des rééducateurs. Alors cela suppose, bien sûr, le prérequis d'être passé par l'expérience du problème cardiaque, de l'hospitalisation, de la réadaptation, etc., pour pouvoir se positionner, comme il l'a dit, comme un interprète entre plusieurs langues, celle des professionnels de santé et celle des personnes dites cardiaques. Mais tout ça, ça ne nous dit pas quelque chose d'important. D'abord, qu'est-ce que sont les savoirs expérientiels? Et en plus, pourquoi est-ce que ces savoirs expérientiels nous intéressent? Pourquoi en fait simplement ne pas en rester au cadre législatif des années 2000 avec des représentants d'usagers qui contribuent à la qualité et à la sécurité des soins et puis aussi à l'amélioration de l'offre de service? Voilà. Pourquoi vouloir aller plus loin? Alors d'abord, les savoirs expérientiels ne concernent pas uniquement les patients, mais en fait, ils concernent chacun d'entre nous. Ils sont acquis et élaborés au cours de la vie quotidienne. En fait, les savoirs expérientiels relèvent de la vie quotidienne, des situations concrètes et des interactions avec autrui. Donc, notre vie ordinaire, notre vie de tous les jours en est pétrie. Et chacun d'entre nous est détenteur de savoirs issus de l'expérience de nos vies personnelles et professionnelles. Il y a aussi du savoir expérientiel issu de notre métier. En ce sens-là, on peut dire que les savoirs expérientiels sont à la fois humains, c'est humain d'avoir des savoirs expérientiels, et c'est universel, tous les êtres humains en ont. Et donc, mettre des significations sur l'expérience vécue, comprendre le monde dans lequel on existe au quotidien, c'est ça, des savoirs expérientiels, et c'est strictement nécessaire à la survie et au développement de tous les êtres humains. Alors, des exemples que j'utilise couramment, mais lequel d'entre nous serait en vie s'il n'avait pas appris à distinguer entre les substances comestibles et les petits poisons rouges qu'on trouve dans les parcs publics ou dans le jardin de ses parents? Lesquels d'entre nous pourraient se développer harmonieusement et en tout cas profiter, comme disent certains, comme disent les jeunes, de notre société, sans avoir acquis en fait une quantité de savoir préalable comme comment s'alimenter, comment se déplacer, comment engager des relations d'amitié, d'amour, etc. Voilà, donc la vie quotidienne, en fait, le process même de la vie quotidienne, c'est un processus social d'appropriation et de production de savoir expérientiel. Ces savoirs ne sont pas donnés à la naissance, ils ne sont pas transmis génétiquement, ils sont acquis, appris, appropriés, élaborés, et ça en lien avec les savoirs qui sont disponibles dans les milieux sociaux fréquentés et plus largement avec la culture de chaque société. Alors, je voudrais préciser que chaque société est capable d'inventer sa propre culture, qu'il y a plusieurs façons de s'adapter au réel, et que ça dépend de chaque société. Et aussi que, par suite, chaque individu produit son propre maillage entre la culture dans laquelle il vit et ses propres expériences, et que donc il produit du savoir expérientiel singulier. Alors, maintenant que je vous ai dit qu'on est tous détenteurs de savoir expérientiel, issus de nos vies personnelles et professionnelles, alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au savoir expérientiel des patients? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Eh bien oui, oui, il y a des savoirs qui sont rares ou qui sont plus rares. En fait, du fait de la moindre fréquence des expériences de situations de handicap, de maladies chroniques, de troubles de santé mentale, on peut dire que la culture, et de manière générale les milieux sociaux qu'on fréquente, produisent pas ou peu, et ne diffusent pas ou peu ou mal, des savoirs sur ces expériences spécifiques. Ils ne sont pas à disposition. Le plus couramment, ce qui circule, ce sont des stéréotypes dans les espaces sociaux. Qui n'a pas entendu dire les personnes diagnostiquées schizophrènes sont dangereuses? Ou qui n'a pas entendu dire les personnes porteuses de trisomie 21 ne peuvent pas apprendre à lire ou à écrire? Et j'en passe et des meilleurs. Autrement dit, cette lacune dans la mise à disposition de certains savoirs rares, cette lacune dans la mise à disposition des savoirs plutôt, pardon, est-ce que c'est toujours lié aux questions de santé ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? En fait, pas du tout. Lorsqu'un jeune enfant est fatigué, un enfant de 4-5 ans, hein, qu'il présente des frissons, qu'il a le nez qui coule, qu'il a mal à la tête, qu'il a des courbatures musculaires,
Ses parents vont lui poser des questions. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as des courbatures, etc. Et c'est en lui posant ces questions que l'enfant apprend à connaître et apprend à reconnaître ce qu'on appelle un état grippal. Donc en fait, dans les cas communs, ce que la plupart d'entre nous vivons, nous avons appris, et ce très jeune souvent, les savoirs nécessaires pour reconnaître l'expérience d'une maladie ou pour distinguer quand consulter son médecin ou pas. Donc, on a appris à mailler entre ce qui arrivait par le milieu social dans lequel on était inscrit par nos parents ou par d'autres et notre propre expérience. On arrivait à mailler les deux et donc à produire du savoir expérientiel, ce qui nous permet donc de comprendre à la fois notre expérience, à la fois le monde. Mais donc, il y a des savoirs rares. Et quelles conséquences a cette rareté de ces savoirs? Eh bien, simplement que ces savoirs ne sont pas communs et que donc les personnes directement concernées n'y ont pas facilement accès parce qu'ils ne sont pas disponibles. Et par suite, elles se retrouvent couramment dans des situations où le sens, le raisonnement reste à produire pour pouvoir s'orienter, s'adapter, agir. Et ça dans un monde qui est globalement pas très adapté et souvent, enfin en tout cas notamment parce qu'on manque de savoir pertinent. Alors ce matin, par exemple, Julien Cazal nous a expliqué comment des patients cardiaques peuvent produire des compétences d'auto-soin et d'adaptation en fonction de leur situation propre pour devenir autonomes. Ils vont sémantiser leur expérience, autrement dit, ils vont produire du sens, mettre en signification pour sortir de l'incertitude. Ils vont construire des repères, des normes pour leur vie personnelle avec la pathologie, à partir des apports de leurs pairs, à partir de l'apport des soignants, en se comparant avec les patients, en échangeant avec eux, en s'émulant réciproquement par des jeux et des compétitions. L'exemple de la technique du pouls, Julien nous montre que les patients comparent leur pouls, comparent leur score et commentent, et que ça leur apprend à se jauger et à s'inscrire dans une hiérarchie des scores et des pouls. Voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on apprend, et pas seulement le savoir très médical, mais qui ne fait pas forcément sens pour comment faire avec dans la vie quotidienne. Voilà. Dominique Dutiez, elle nous a donné à comprendre la force de l'informel entre pairs et tout ce qu'il est possible d'y puiser. Alexandre Jolien lui a permis d'apprendre à regarder la difficulté autrement. Agathe a trouvé le courage et la détermination en elle. Madeleine a relativisé son drame personnel. Patrice à s'établir dans la sérénité. Pauline, Patrick Segal et les patients du centre de jour à s'imaginer une identité plus valorisante et une vie intéressante, un futur, etc. Donc toutes ces rencontres entre pairs, elles permettent de donner du sens à son expérience, de construire des savoirs sur la maladie, mais bien au-delà de la maladie, simplement sur ce qu'on peut devenir, sur le monde et sur le sens que tout cela peut avoir. Alors, si on revient à notre question, pourquoi s'intéresser au savoir des patients? Alors, d'abord parce qu'ils sont rares, et qu'en ça, c'est une valeur, mais aussi parce qu'ils sont très utiles en plus d'être rares. Et je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup, que certains d'entre vous connaissent probablement, l'exemple de la brosse à dents, pour vous montrer toute l'utilité de ces savoirs de la vie ordinaire. C'est l'histoire, une histoire vraie hein, d'une personne, d'un homme tétraplégique, dit de luxe, au sens où il peut encore bouger un peu les épaules et les bras, mais il n'a plus la dextérité des mains. Et voilà, et donc c'est quelqu'un qui est aussi un joyeux fêtard, comme on dit, et donc qui a été invité à un anniversaire dans un gîte par un ami. Ils sont une cinquantaine de convives, etc. Et la soirée est très arrosée. Bon, ils dorment sur site, comme il est de coutume pour les questions de sécurité. Et puis, le lendemain matin, quand il se réveille, spontanément, il se tourne vers sa chère et tendre et il envisage de l'embrasser. Puis, à ce moment-là, il réalise tout d'un coup que, quand même, son haleine est putride, ne sent pas très bon, on va dire. Donc, il se transfère dans son fauteuil et décide d'aller dans la salle de bain, se brosser les dents. Il emmène sa trousse de toilette, il arrive dans la salle de bain, il pose sa trousse de toilette sur le bord de l'évier
Et puis là, ben voilà, et ben là, il faut ouvrir la trousse de toilette. C'est pas très facile, mais il sait faire. Maintenant, ça fait 15 ans après l'accident, il a l'habitude. Il faut prendre la brosse à dents. C'est pareil, avec ces mains-là, c'est pas toujours très simple. Et puis surtout, il faut poser la brosse à dents sur le bord de l'évier avec les poils vers le haut. Alors, voilà, c'est pas très facile pour lui, mais il a l'entraînement. La brosse à dents va tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'évier et puis vient un moment où, la brosse à dents est bien stable sur le bord, de l'évier, les poils vers le haut et donc il peut prendre son tube de dentifrice et mettre le dentifrice sur les poils. Alors pareil, mettre le dentifrice sur les poils n'est pas très facile. La brosse à dents va tomber, le dentifrice et cetera, plusieurs fois, il va les remettre et à un moment, tout cela se stabilise. La brosse à dents, les poils vers le haut, le dentifrice sur les poils, et donc il peut introduire tout ça dans sa bouche. Là encore, ça retombe, etc. Vous connaissez, vous imaginez en tout cas le processus, et puis voilà, il y a un moment où il se brosse les dents, et comme il m'a expliqué, grosso modo, c'est 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Mais en même temps, il est très fier de lui. Il préfère se brosser les dents tout seul parce qu'il est autonome. Ça fait partie de son identité. Et, et qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, il constate qu'à côté de lui, il vient juste de rentrer une autre personne tétraplégique qui faisait aussi partie de la soirée. Ils étaient deux, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont pas particulièrement parlé dans la soirée. Et il voit que l'autre pose sa trousse de toilette, l'ouvre comme lui, mais prend le tube de dentifrice en premier, le met dans la bouche et fait sprouch, et prend la brosse à dents et se lave les dents. Et là, il se dit, bon sang, ça fait 15 ans depuis mon accident que je fais comme avant l'accident, en fait. Je fais les choses dans le même ordre et j'essaie d'être au plus près de ce que je faisais avant l'accident avec mes nouveaux moyens corporels. J'ai jamais essayé de me dire, et si je faisais les choses autrement? Vraiment. Et c'est vrai que prendre le dentifrice et faire sprouch, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc, eh bien maintenant qu'il a vu ça, méthode adoptée, tous les jours, c'est 3 minutes et 3 minutes. Et donc, il gagne quasiment 1 heure dans son emploi du temps, tout en étant tout aussi autonome et tout aussi fier de lui. Donc, cet exemple, je trouve particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette technique de brossage de dents a été inventée, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas très esthétique, elle n'est peut-être pas très... mais ceci dit, on peut fermer la porte quand on se brosse les dents, quand on est dans la salle de bain. Ceci dit, voilà, cette idée de mettre le tube de dentifrice dans la bouche et de se brosser, et de mettre la brosse à dents tout de suite ensuite, ben, ça relève pas souvent, c'est pas souvent quelque chose qui est proposé, alors peut-être maintenant de plus en plus, mais par les rééducateurs. Malgré le fait qu'ils soient très ingénieux, malgré le fait qu'ils aient du talent à inventer les solutions, il n'en reste pas moins que quand on n'est pas en situation, ben, on n'a pas l'imagination, en tout cas on n'a pas la même imagination et la même intelligence, on rencontre les limites du fait de ne pas connaître l'expérience, de ne pas la vivre. Et du coup, il est difficile de pouvoir construire facilement une intersubjectivité, c'est-à-dire du sens commun. Se comprendre entre personnes en situation de handicap et personnes dites valides n'est pas aisé du fait de l'écart au niveau de l'expérience vécue. Il y a un écart. Tout n'est pas en écart, mais il y a un écart. Et aussi, certaines solutions donc, sont plus facilement inventées par ceux qui vivent la situation. Et d'où l'importance des rencontres entre pairs, comme l'ont montré Paul-Fabien Groux et Anne Marsic de l'ADEPA. Ce qui est proposé par l'ADEPA, la multiplicité d'opportunités de rencontres et la variété de leurs formes, interpersonnelles, groupales, en milieu hospitalier, dans la vie ordinaire, et même jusque sur Internet. Il y a aussi une diversité de thèmes. Tout peut être abordé, et les 30 000 réponses sur le forum Internet, à mon avis, doivent être passionnantes, mais voilà, il y a eu quelques thèmes évoqués. On parle des loisirs. Comment vivre une vie agréable? Comment choisir ses aides techniques? Comment avoir des conseils juridiques aussi, parfois, faire face aux douleurs, etc. Enfin, tout ça, c'est autant d'occasions de réfléchir sur son expérience, d'y poser de nouvelles significations et de négocier des significations plus précises en les confrontant avec celles des autres et d'être au plus proche de l'expérience d'une vie avec amputation, avec ou sans prothèse. Autrement dit, rencontrer son père, c'est la possibilité de mieux se comprendre, de mieux comprendre son expérience, d'entrevoir différents futurs possibles, et puis aussi de bénéficier des savoirs ingénieux que chacun a bricolés ou créés pour améliorer sa vie.
même quand il ne s'en rend pas compte et même quand il ne trouve pas ça important. Mais on peut aussi encore aller plus loin avec ce que peuvent apporter les pairs. Parce que vivre une situation favorise la constitution d'un savoir depuis l'intérieur de l'expérience, à partir des divers éléments sélectionnés de l'expérience. Et ça vaut pour chacun d'entre nous, bien sûr. Mais lorsqu'on est confronté de manière récurrente aux situations de handicap, à la maladie chronique, aux troubles santé mentale, ça amène progressivement à les trouver habituels. Autrement dit, les normes sont construites dans l'expérience de l'individu, par habitude, par accoutumance, et selon le même processus de stéréotypification de la vie ordinaire que celui des personnes valides. Donc, de la même façon que n'importe qui, en fait, on construit des normes, on s'habitue à trouver des choses normales, habituelles, ordinaires. Simplement, ces normes qui sont fondées sur l'habitude et l'ordinaire de la vie quotidienne sont en écart à celles des personnes dites valides, car les situations sont différentes. Alors, je vais reprendre un exemple, l'abaissement de trottoir, le bateau dans le trottoir. Il prend d'autres significations pour une personne en fauteuil que les significations qu'attribue une personne dite valide. Cette dernière, peut-être, ne s'apercevra même pas du bateau, ou elle verra même pas qu'il n'y a pas de bateau pour descendre du trottoir. Les panneaux d'orientation avec ou sans pictogramme n'ont pas le même sens et ni la même pertinence pour une personne qui a des difficultés de lecture et une personne qui n'en a pas. C'est pourquoi l'intersubjectivité, le sens commun entre personnes dites handicapées ou malades et personnes dites valides n'est pas tout à fait évidente ni spontanée parce que les expériences partagées d'un même réel sont en partie, mais en partie seulement, différentes. Et c'est cette difficulté de compréhension réciproque, fondée sur une expérience en écart, d'un même monde pourtant, qui explique le sentiment et la conviction courante qu'une personne n'ayant pas vécu les situations de handicap ou la maladie ne peut pas les comprendre. Et effectivement, quand les vécus divergent substantiellement, vraiment, quand les significations construites ne peuvent pas être tout à fait communes. Et là, la distance entre les savoirs expérientiels des uns et des autres se creuse. Autrement dit, quelque chose que peuvent apporter les pairs, c'est qu'ils peuvent construire des savoirs de l'intérieur de la situation. Et ce sont des savoirs qui sont difficiles à produire pour les personnes dites valides, parce que justement, ils manquent de certaines expériences, les expériences des situations de handicap ou de la maladie. Alors, si je retourne à l'exemple concret de l'entrée charretière du trottoir, enfin, celle qui facilite l'accès ou la descente du trottoir, concrètement, ce bateau, il existe objectivement. Et pourtant, il participe ou non de l'expérience vécue par telle ou telle personne. Il y a ceux qui y font attention, mais parce qu'ils en ont besoin, et puis ceux qui ne s'en aperçoivent pas, qui simplement passent à côté sans s'en rendre compte. Aussi, le bateau creusant le trottoir, c'est à la fois quand c'est un objet, et donc l'objet d'un intérêt, ou pas. Et ça le fait exister ou pas dans l'expérience d'une personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la conscience de chacun d'entre nous, c'est un processus qui sélectionne les indices, qui sélectionne les éléments du réel pertinents. Et cette pertinence, elle découle de l'intention, par exemple, se promener sur le trottoir ou quitter le trottoir ou traverser la chaussée. Et que ces indices qu'on va sélectionner au fur et à mesure vont produire finalement ces fameux repères qu'on appelle des stéréotypes et qui vont produire des stéréotypifications, c'est-à-dire des simplifications, c'est-à-dire qu'est-ce que notre conscience va très rapidement attraper dans le réel parce qu'on en a besoin pour s'orienter et s'adapter au monde. Et donc, cette conscience, notre conscience, elle met en lumière certains aspects et d'autres, elle les néglige parce qu'ils ne sont pas très utiles. Autrement dit, l'existence de l'objet extérieur à nous, elle n'est pas suffisante pour qu'il soit perçu, connu ou pensé. Par contre, l'expérience répétée de situations similaires, cette expérience répétée est favorable. Cette répétition, en fait, est favorable à l'élaboration d'un savoir en lien avec l'expérience concrète et par exemple avec les usages en fauteuil électrique de l'environnement. Et précisément, n'ayant pas cette expérience et ne la répétant pas, une personne dite valide a du mal à construire ce type-là de repères ou voire même ne sait pas quels indices repérer dans le réel
Pour une personne dite valide, en général, ce qu'elle a l'habitude de repérer, c'est un espace entre deux voitures garées et ça suffit pour elle pour quitter le trottoir. Autrement dit, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses et on ne repère pas les mêmes choses. Et on ne néglige pas les mêmes choses dans le même réel. Aujourd'hui, il existe peu d'espaces sociaux où échanger les savoirs expérientiels rares des uns et des autres. Je parle bien des savoirs expérientiels rares. Les relations entre pairs qui vivent des situations plus rares et qui focalisent sur la compréhension de l'expérience vécue pour améliorer leur vie, ces relations sont bien moins fréquentes que les associations de lutte pour les droits. De plus, les savoirs inventés par les uns peuvent ne pas valoir pour tous les autres. Les savoirs expérientiels rares sont souvent originaux, ils sont adaptés à l'expérience d'un individu, c'est un tel dans telle situation qu'il a créé, et souvent ils sont même impossibles à inventer lorsqu'on ne vit pas cette situation et qu'elle ne se répète pas. Autrement dit, ces savoirs répondent donc aux problèmes tels qu'ils ont été définis du point de vue d'un individu. Donc, ce sont des savoirs singuliers. Et donc, ils valent au moins pour un seul. Mais est-ce qu'ils ne valent que pour un seul ou est-ce qu'ils peuvent valoir pour plusieurs? C'est une question qui a été posée ce matin et je pense que c'est une question très importante. Alors, je dirais que, et là, je ne vais pas rentrer dans des choses... bon, c'est complexe de répondre à cette question. Mais je vais prendre un exemple pour qu'on puisse avancer et puis que je puisse aussi conclure. Il y a bien sûr des tas de facteurs individuels et des tas de facteurs environnementaux et leur interaction qu'il ne faudrait pas en compte. Mais si je reprends l'exemple de l'abaissement localisé du trottoir, du bateau sur le trottoir. Ce bateau, donc, il est perçu, il est sémantisé, c'est-à-dire qu'on lui attribue des significations. Quand on s'y intéresse, quand il a de l'importance, on lui met des significations. On sait que c'est un bateau et on sait à quoi ça sert et on sait le repérer. Mais donc, il est perçu et sémantisé par certains individus et pas par la grande majorité des passants. Mais l'ensemble de ceux qui vivent la même situation plus rare d'une vie en fauteuil, ceux-là, ils peuvent énoncer les repères auxquels ils font attention. Et par exemple, ils vont vous dire, c'est important de faire attention au dévers, à la pente. C'est important de faire attention au matériau qui est au sol. C'est important, excusez-moi, de faire attention au fait qu'il est plu ou pas, que ça soit glissant ou pas, en fait. Autrement dit, une part de ces repères sont en commun. Et donc, même s'ils ne sont pas partagés avec les personnes dites valides, ces repères sont valables pour beaucoup des pairs. Et ils ne reflètent pas leurs préférences, ni leur volonté, ni encore leurs habitudes de tel ou tel. En fait, ces repères, ces normes ne reflètent donc pas la subjectivité des personnes. Aussi, cette perception en situation du bateau, de l'entrée carrossable, de l'entrée charretière, comme vous voulez, par les pairs, elle contient des savoirs qui ne sont pas objectifs. Pourquoi ils ne sont pas objectifs? Parce qu'ils ne sont pas valables pour tous les esprits. C'est ça la définition d'objectivité. Ils ne sont pas valables pour tous les esprits parce qu'ils ne sont pas valables pour les personnes dites valides. Elles ne font pas attention à tout ça. Elles n'ont pas cette même perception. Et en même temps, cette perception des bateaux, des entrées charretières, on ne peut pas dire non plus qu'elle est subjective, cette histoire de dévers, ce repère du matériau au sol, ce repère de est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il n'a pas plu, est-ce qu'il n'a pas plu, est-ce que c'est glissant, etc. Ce n'est pas subjectif, ce n'est pas tel ou tel individu, c'est pratiquement tous les pairs, tous ceux qui sont en fauteuil, qui quand ils arrivent devant un bateau se posent ce genre de questions et repèrent les mêmes choses. Autrement dit, il y a des perceptions et donc des savoirs. On a construit des repères, on ne les avait pas au début, puis à force de prendre ces bateaux, on sait ce qui est important de savoir. Il y a des repères, il y a des perceptions, il y a des savoirs qui sont objectifs que pour les pairs qui expérimentent la même situation et qui peuvent qui peuvent être reconnus par des valides si les valides font l'effort d'apprendre les mêmes repères que ceux des personnes qui vivent la situation rare. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est d'abord d'inventer des mots, parce qu'on a besoin de mots. On n'est ni dans l'objectivité, ni dans la subjectivité. Donc, pour faire simple, on va inventer la perjectivité et le perjectif. Alors, le perjectif, c'est ce qui n'est pas subjectif. C'est opposé à subjectif. C'est valable pour tous les pairs, et pas seulement pour tel ou tel individu. Et ça veut dire aussi que ça ne découle pas des préférences ou des habitudes d'un tel, et que c'est indépendant des volontés d'un tel ou d'un tel,
et que pour autant, c'est pas objectif. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas pour tous les esprits, donc ça ne vaut pas pour les personnes valides. Et puis, il y a la perjectivité. Et la perjectivité, donc ça, c'est une attitude, une disposition d'esprit du père qui, lorsqu'il se fonde sur son expérience propre et lorsqu'il la confronte à celle de ses pairs, on a vu cette histoire de comparaison ce matin qui est très importante. Eh bien, si quand il se fonde sur son expérience, quand il la confronte à ses pairs, il ne déforme pas les choses par étroitesse d'esprit ou par parti pris, parce que ses préférences, ses habitudes, sa volonté seraient meilleures, voilà, s'il arrive à rester honnête intellectuellement, alors effectivement, il fait preuve de perjectivité. Autrement dit, ce qui est perjectif suppose une forme d'homogénéité, de communauté cognitive et perceptive, et en même temps une faible variation entre les perspectives singulières de chaque pair, entre chaque individu, on va dire. Voilà, et bon, et ceux qui veulent des détails, on peut aller plus loin dans un article qui est paru en 2020, septembre 2020. Mais pour faire simple, parce que je voudrais pas non plus, je voudrais conclure. Il est possible de construire des savoirs expérientiels rares qui, en plus, ne seraient pas singuliers mais perjectifs, et donc particulièrement utiles pour la plupart des personnes qui vivent des situations similaires. Et ça permettrait de s'adapter au monde plus rapidement et réciproquement d'adapter le monde plus rapidement et d'ouvrir le champ des possibles. Donc, la production de savoirs perjectifs, rares et perjectifs, c'est un challenge ambitieux. Et comme j'ai essayé de le dire au début de mon propos, si pour chaque société, il a fallu quelques milliers d'années pour produire du savoir expérientiel qu'aujourd'hui on appelle culture, hein, mais qui donne du sens à la vie ordinaire et qui est efficace dans la vie ordinaire pour la plupart d'entre nous, s'il a fallu des milliers d'années, c'est que c'est un processus social qui est complexe et qui est très lent. Aussi, malgré le fait qu'il y ait des pairs qui fassent beaucoup d'efforts et qui soient très talentueux, c'est pas sûr que ça puisse suffire. Et puis, la perjectivité, c'est aussi une question de méthode, de rigueur, etc. Et c'est pour ça que ce que je vous propose aujourd'hui, hein, c'est, si certains d'entre vous le souhaitent, de pouvoir aller plus loin donc, dans ce que peuvent apporter les patients, à la fois aux professionnels, à la fois à leurs pairs. Et donc, c'est de participer à la production de savoirs rares, mais ça, vous le faites déjà, mais des savoirs perjectifs. Voilà, et donc le programme de recherche expert vous est ouvert pour ça. Et ceux qui souhaiteraient participer, donc, je vous remercie de nous contacter via le blog expert. Voilà. Je vous remercie vivement pour votre attention et également pour, j'espère, votre futur soutien.